Napoléon Bonaparte. Rien que le nom, ça évoque toute une époque. C'est un personnage tellement immense que son ombre, elle plane encore sur l'Europe aujourd'hui. Bon, pour vraiment cerner le personnage de Napoléon, il faut tout de suite accepter une chose. C'est un homme de paradoxe. D'un côté, on a le réformateur, celui qui a modernisé la France à marche forcée. Et de l'autre, on a le tyran, celui qui a pris des décisions brutales, régressives, comme le rétablissement de l'esclavage. C'est cette tension constante entre les deux qui est la clé pour comprendre son histoire. Son parcours, c'est l'une des ascensions les plus incroyables et plus improbables de l'histoire, vraiment. Comment est-ce qu'un marginal, un étranger, a bien pu se hisser tout en haut? Pour le comprendre, il faut revenir à ses origines. Il faut bien se rendre compte qu'il n'était pas du sérail, mais alors pas du tout. Il est né en Corse, 1 an à peine après qu'elle soit devenue française. À l'école militaire, on se moquait de lui, de son accent. Il était vu comme un étranger. Mais cette expérience, au lieu de le briser, ça n'a fait qu'alimenter une ambition, mais une ambition dévorante, une soif de revanche qu'allait mettre l'Europe à feu et à sang. Et son ascension a été aussi rapide que brutale. À Toulon, son génie pour l'artillerie le révèle. À Paris, il n'hésite pas une seconde à tirer sur la foule pour sauver la jeune République d'une insurrection. Et en 1799, il profite du chaos politique pour prendre le pouvoir par un coup d'État. En à peine 6 ans, le petit Corse est devenu le maître de la France. C'est fou. On arrive maintenant au sommet de sa puissance, la période où il ne se contente plus de diriger la France, mais où il redessine la carte de l'Europe tout entière. Le moment qui symbolise parfaitement cette ambition, c'est son couronnement en 1804. Le pape a fait le voyage jusqu'à Paris pour le sacrer. Et là, dans un geste d'une audace inouïe, Napoléon prend la couronne et la pose lui-même sur sa propre tête. Le message est on ne peut plus clair. Son pouvoir ne vient de personne d'autre que de lui-même. Il est devenu l'empereur Napoléon Ier. Et regardez l'étendue de sa domination. En 1812, il contrôle, que ce soit directement ou via des alliés, la quasi-totalité de l'Europe continentale. De Madrid à Varsovie, son influence est absolument partout. C'est du jamais vu. Mais, et c'est ça qui est fascinant, son héritage le plus durable n'est peut-être pas militaire. C'est le code napoléonien. C'est sans doute sa plus grande réussite. Il a balayé les derniers vestiges du système féodal et a gravé dans le marbre les principes de la Révolution, comme l'égalité de tous devant la loi. Ce texte a influencé des systèmes juridiques dans le monde entier. Mais comme toujours dans les grandes tragédies, une ambition sans limite finit par causer sa propre perte. On va voir maintenant les moments clés où le génie de Napoléon a été dépassé par son propre orgueil. Tout commence en Espagne. Napoléon veut y placer son frère comme roi, mais il sous-estime complètement la résistance espagnole. Il se retrouve piégé dans une guérilla féroce, interminable. C'est ce qu'il appellera lui-même l'ulcère espagnol. Une guerre qui a vidé les caisses et coûté la vie à des centaines de milliers de soldats, affaiblissant son empire de manière critique. Et puis vient l'erreur fatale. En 1812, il lève la plus grande armée jamais vue en Europe. 450 000 hommes, c'est un chiffre colossal pour l'époque. La grande armée se met en marche vers la Russie. Près de Moscou, à la bataille de Borodino, il gagne, techniquement, mais c'est une victoire au goût de cendre. Le coup est effroyable, 35 000 de ses soldats tués ou blessés, en une seule journée. C'est l'une des journées les plus sanglantes de toute l'histoire militaire jusqu'à ce moment-là. Et après l'incendie de Moscou et la retraite qui s'ensuit, sur les 450 000 hommes du départ, à peine 75 000 ont réussi à retraverser la frontière. La grande armée, autrefois invincible, n'existait tout simplement plus. La retraite de Russie, c'est une véritable descente aux enfers. L'armée est harcelée sans arrêt, décimée par un froid polaire, par la faim. Ce n'est plus une armée, c'est une colonne de fantômes qui errent dans la neige. Ce n'est même plus une défaite, c'est l'anéantissement total de sa puissance militaire. Après ce désastre absolu en Russie, la fin est proche. On va maintenant voir les derniers actes de cette épopée incroyable. La défaite, le premier exil, un dernier coup de poker et puis la fin, dans la solitude. Après la Russie, tout s'enchaîne très très vite. Toute l'Europe se ligue contre lui. Il est forcé d'abdiquer et on l'exile sur la petite île d'Elbe. Mais ce n'est pas fini. Il s'échappe, revient pour un dernier acte spectaculaire, les 100 jours. L'Europe s'unit une dernière fois contre lui et c'est à Waterloo que son destin est scellé, pour de bon cette fois. Et ce contraste est juste saisissant. D'un côté, l'homme qui régnait sur un empire immense. De l'autre, le prisonnier, exilé dans une maison battue par les vents, sur un rocher perdu au milieu de l'Atlantique. Toute l'histoire de sa chute est résumée dans cette seule comparaison. Et pourtant, même après la défaite, l'exil, la mort, la légende napoléonienne, elle, ne meurt pas. Bien au contraire.
Près de 20 ans après sa mort, la France va chercher sa dépouille et la ramène en grande pompe pour l'enterrer aux Invalides. Le tyran déchu redevient un héros national. Ces derniers mots, tels qu'ils ont été rapportés, sont un résumé poignant de toute son existence. La France, qui l'a façonné, l'armée, l'instrument de sa gloire, et Joséphine, sans doute le grand amour de sa vie. Alors au final, quel jugement porter? Était-ce un visionnaire qui a malgré tout fait avancer l'Europe, ou un despote dont l'ambition a coûté la vie à des millions de personnes? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ça la marque des personnages qui changent vraiment et pour toujours le cours de l'histoire.